s'est dit que ce serait bien d'aller vers les représentations variées que nous pouvons avoir au-delà de ces paroles d'experts. Voilà, donc c'est ça qu'on va chercher à explorer en cette fin de matinée avec d'autres intervenants qui vont se présenter progressivement. 5 intervenants. Voilà la méthode de travail de cette matinée. Les mots du débat, c'est le thème de la matinée. Explorons nos représentations de ces mots qui sont dans le débat et qui ont déjà été abordés par les intervenants précédents. Donc, nous allons d'abord donner la parole brièvement, juste une introduction pour chacun des 5 intervenants tout de suite. Ça nous prendra un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, on partira plus d'une vingtaine de minutes en petits groupes. Vous partirez d'un mot et vous verrez, avec des échanges entre vous, quelles représentations variées vous pouvez avoir et quelles expériences variées vous pouvez avoir autour de ce mot. Voilà, dans cette façon de faire, on veut vous donner la parole dans les petites salles. Et puis, on reviendra en plénière. Nous allons commencer par faire la connaissance de François Blouvac. Est-ce que François Blouvac est ici? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour François, que je ne vois pas encore, mais ça va venir. François Blouvac est responsable du programme Territoire d'industrie à la direction de l'investissement de la Banque des territoires, de la Caisse des dépôts, depuis 2019. Et il pilote l'implication de la Banque des territoires dans le programme Territoire d'industrie. François, pour 3 minutes maximum, et là on va serrer ces chronos, hein. C'est vraiment le pitch. Quel est le mot que vous avez envie de pousser, de développer, de faire comprendre avant d'entrer dans ce travail sur les mots du débat? Quel est le mot que vous avez envie de faire comprendre particulièrement en fonction de vous, votre travail d'aujourd'hui, vos centres d'intérêt, ce que vous défendez, voilà. Le mot, c'est réindustrialiser. D'abord, ça a été évoqué ce matin par les différents intervenants parce que c'est un constat, et même si je partage le point de vue de Pierre Veltz sur le fait qu'on ne mesure pas l'activité industrielle qu'au travers de nombre d'usines, il faut quand même partir d'une réalité tangible et qu'on a depuis quelques années un changement de paradigme et que après des périodes de fermeture d'usines, je n'en reviens pas forcément 50 ans en arrière, mais même sur une période plus courte, hein, sur la période 2010-2015, on a un solde net de fermeture d'usines conséquent, plusieurs centaines, peut-être 400, et puis depuis 2016, on a un solde net positif, cette fois-ci de quelques dizaines d'usines. Voilà. Donc, ça fixe au moins les choses, et puis ça intervient dans un contexte, dans une représentation de l'industrie qui a aussi largement changé. C'était, je crois, évoqué, mais de façon explicite. Il y avait un grand capitaine d'industrie qui s'appelle Serge Tchuruk qui disait au début des années 2000 que l'objectif stratégique pour son activité, il parlait d'Alcatel, c'était le 0 usine en France. Donc, on voit qu'on a totalement changé. Donc, la réindustrialisation, c'est aujourd'hui à la fois un constat dans les éléments chiffrés, mais aussi dans le souhait de développement. Et la crise sanitaire est venue un peu parachever ce constat, puisqu'on a un alignement aujourd'hui assez exceptionnel, avec aussi bien dans le grand public que chez les décideurs publics, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales, mais aussi chez les industriels, le souhait de redonner une perspective au développement industriel. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup. Je parle aussi depuis la fenêtre de la Banque des territoires. On est beaucoup sollicité sur des projets industriels. Il y en a aujourd'hui beaucoup sur les territoires et on va pouvoir développer là, tout au long de la matinée ce qui peut être fait justement pour accompagner ce développement local sur l'industrie. Mais ça me semble le sujet le plus passionnant et le plus exceptionnel en termes aujourd'hui de potentiel de développement local. Voilà, c'est une courte intervention,
Mais on sait tous que chacun des 5, vous aurez la parole un peu plus longuement après le temps en atelier. Eloa Guillotin est présidente de Beyond Aéreo, start-up fondée à Toulouse en 2020. Vous avez passé un semestre à l'Université de California à Berkeley dans le cadre de Learn to Launch, le programme d'innovation et d'entrepreneuriat de la Silicon Valley. Beyond Aéreo travaille à la mise au point d'un avion d'affaires à propulsion hydrogène. Voilà. Eloa, même chose. Qu'est-ce qui vous motive en ce moment sur l'industrie? Bonjour et enchanté et merci de nous recevoir et nous écouter aujourd'hui. En effet, je m'appelle Eloa Guillotin et on a lancé l'entreprise en 2020 qui s'appelle donc Beyond Aéro. On est 3 associés, 3 ingénieurs aéronautiques de formation, passionnés d'aviation et également d'entrepreneuriat. Avant de terminer nos études, nous avons développé plusieurs startups, ce mot qui veut tout rien dire aujourd'hui, mais en tout cas jeunes entreprises sur différents sujets. Et progressivement, on s'est rendu compte que ce qui nous drivait profondément et ce pourquoi on voulait vraiment avoir une raison d'être dans notre écosystème, c'était de pouvoir renouveler l'ensemble de l'aviation. On est convaincu qu'aujourd'hui, on a des très belles technologies, des très beaux savoir-faire et qu'avec cet angle de start-up, l'innovation est aussi plus rapide et plus agile, entre guillemets. Alors, c'est complémentaire, ce n'est pas du tout concurrent ni quoi que ce soit. Et donc, on est parti dans l'axe de la transition écologique. Il n'y a pas forcément besoin de réexpliquer l'ensemble, mais c'est un sujet qui nous porte à cœur. On pense qu'il y a beaucoup d'innovations à faire dans ce secteur. Et donc, le mot choisi aujourd'hui est transition écologique, rien de bien nouveau à ce sujet. Mais du coup, chez Beyond, on a pris cet axe d'agilité start-up pour essayer de faire bouger un petit peu certaines innovations et d'implémenter dans l'écosystème. Donc, on a commencé par des démonstrateurs en dessous des normes de certification, puisque vous connaissez la réglementation dans le secteur aérien. Donc, on est en train de développer un ULM, donc multi-axe de classe 3. Donc, c'est un petit avion de 10 mètres d'envergure qui volera à l'hydrogène. Et on souhaite itérer plusieurs innovations de ce sujet avec une approche start-up, donc c'est-à-dire lever de fonds auprès d'investisseurs privés parce qu'évidemment, il n'y aura pas de chiffre d'affaires avant encore des années. Donc, ça implique un modèle de financement, d'innovation différent sur le territoire Occitanie. On est basé à Toulouse. Et donc, je pense que nos regards et nos sujets pourront apporter dans le débat d'aujourd'hui. Donc voilà. Voilà pour moi. Excusez-moi, monsieur, vous êtes en mute. De préciser. Bienvenue à Olivier Marty. Bonjour Olivier. Olivier est économiste et enseigne les questions européennes à Sciences Po et à l'Université de Paris. Il est chercheur associé auprès de plusieurs centres de recherche européens. Ces thématiques de recherche concernent principalement les politiques économiques européennes et le Brexit. Voilà, merci, Olivier, l'activité d'aujourd'hui. Et quel message clé vers notre groupe de réflexion sur l'avenir industriel de l'Occitanie? Merci Étienne d'abord de cette invitation et de cette présentation succincte. Je n'ai presque plus rien à dire sur ce plan-là. Moi, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la notion de souveraineté parce qu'elle fait écho avec ce que je peux observer et analyser au niveau européen, en particulier dans le champ des politiques économiques. C'est vrai que la souveraineté, ce mot un petit peu valise, un petit peu flou, est perçu comme ayant évolué négativement depuis la mise en place de cette
période contemporaine de la mondialisation, depuis une quarantaine d'années, les années 80, il y a ce sentiment que les États perdent leur pouvoir en matière de contrôle des flux migratoires, en matière de capacité d'innovation économique, en matière d'emploi industriel, et que l'ensemble des nations, et c'est un sentiment qui est particulièrement présent en France, perdent la maîtrise de leur destin. Et je crois que la mondialisation est en partie coupable de ce sentiment. C'est vrai qu'elle diminue notre souveraineté, et en même temps, elle la transforme. Et je crois qu'on peut voir aujourd'hui que la souveraineté doit s'étager à plusieurs niveaux de gouvernance, le niveau local, le niveau national, le niveau supranational et régional, et le niveau mondial dans une certaine mesure. Et ce qui me paraît particulièrement positif et motivant, c'est que l'Union européenne peut être une réponse à cette crise de la souveraineté contemporaine, comme étant un nouvel acteur qui permet de renforcer la souveraineté des États et des nations en appuyant leur politique publique. Et c'est ce que je voudrais essayer de montrer au travers des réflexions menées avec le groupe tout à l'heure, si ça vous convient. Beaucoup. Quatrième intervenante, Nathalie Pautrema. Est-ce qu'elle est bien avec nous? Alors, c'est mieux avec oui, le micro. l'image. Bonjour, excusez-moi. Voilà. Et alors, pas encore. Ça y est, voilà. Bonjour, si. Bonjour. Nathalie. Oui, bonjour. Voilà. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Et voilà, Nathalie, vous avez entendu l'exercice par les personnes précédentes. C'est le même. Alors, vous êtes présidente fondatrice de Scanae, un laboratoire expert en biodégradabilité créé en 2015 et basé au biopôle Euromédecine à Grabels. C'est où Grabels? Montpellier. Ah bah oui. Alors, quel message clé? Alors, bonjour. Donc, merci beaucoup. Donc, Scanae, à travers son métier, accompagne en fait à la réduction de l'empreinte environnementale des sociétés. À 70%, nous travaillons pour des grands groupes, majoritairement en Europe, mais également en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et au Japon. Alors, vous l'aurez compris, le thème que je porte, c'est la transition écologique. Et dans une réindustrialisation, en fait, pour une réindustrialisation intégrant les enjeux environnementaux. Et je remercie tout particulièrement Pierre Vels pour son intervention et la place qu'il a donnée à l'éthique écologique de nos industries. Je porte la conviction que la région a rêvé, et du coup le groupe qui fera l'objet de cette transition du thème a travaillé tout à l'heure, a rêvé et à définir une industrie de demain éco-responsable à travers une réflexion collective d'une industrie qui intègre les enjeux environnementaux au regard de son activité. Il m'apparaît indispensable qu'il y ait une sensibilisation en fait de nos industriels du territoire à la responsabilité écologique avant même qu'il y ait, on va dire, des verrous juridiques. Les législations évoluent énormément sur ces thèmes aujourd'hui. Je pense qu'on manque de formation sur ces thématiques à tout niveau des intervenants. Et j'imagine une économie beaucoup plus circulaire que ce qu'elle ne peut être. Et aujourd'hui, comme l'a dit Pierre Vels, le digital est essentiel à l'ensemble de ces actions. Voilà, donc au plaisir d'échanger avec tous. Merci Nathalie. Et voilà, nous accueillons maintenant Christophe Quarez. Bon, on n'a pas encore son image. Il est là. Oui. Voilà. Bonjour Christophe Quarez, membre CFDT du Comité économique et social européen depuis 2015. Vous avez été cadre de l'industrie et syndicaliste. Vous avez siégé au Conseil économique et social et environnemental français de 2010 à 2021. Et vous êtes secrétaire fédéral de la Fédération Chimie Énergie CFDT en charge de l'international, de la RSE et de la politique industrielle. Voilà vos activités d'aujourd'hui.
Et si vous voulez compléter ou dire le message, l'idée forte que vous avez envie de défendre ce matin particulièrement devant des personnes qui s'interrogent sur le futur industriel de l'Occitanie. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Je voulais également parler, moi, de souveraineté, puisque vous l'avez dit, je suis membre du Comité économique social européen où on travaille beaucoup, donc on fait des avis pour la Commission européenne, le Parlement et le Conseil sur tous les sujets donc, de politique publique européenne. Et ce terme de souveraineté, d'abord, la définition, c'est une capacité d'agir de façon autonome. Et Olivier Marty l'a dit tout à l'heure aussi, puis on en a parlé un peu ce matin. Après, c'est le périmètre. À quel périmètre on va jouer cette souveraineté? Il y en a plusieurs. Il y en a au niveau local, régional, national, européen. Et moi, j'ai envie de parler un petit peu de la souveraineté au niveau européen, puisque beaucoup de choses ont changé depuis 2-3 ans au niveau européen. Les lignes ont bougé. L'Europe était considérée comme naïve pendant très longtemps par rapport aux activités commerciales et cette mondialisation heureuse, entre guillemets. Et puis, la crise de Covid a fait prendre conscience, on a un peu parlé ce matin, des pertes de maîtrise des chaînes de valeur, de la fragilité de certains dossiers. Et depuis, il s'est passé un certain nombre de choses. On revoit la politique commerciale européenne avec une réciprocité. On revoit une politique industrielle avec des projets importants d'intérêt européen commun. Donc, on essaye on a parlé des batteries électriques, d'hydrogène et d'autres secteurs comme ça. On parle aussi de transition juste. Alors là, c'est la partie plutôt syndicaliste que je suis qui reprend le dessus. C'est-à-dire que, évidemment, l'industrie décarbonée va avoir des grandes mutations industrielles partout. Et comment on anticipe ces mutations industrielles avec les salariés en termes de formation? Il y a des nouveaux emplois, mais il y a beaucoup d'emplois qu'on perd aussi. Donc, comment anticiper ces mutations industrielles, qu'il n'y ait pas de personnes sur le bord du chemin? Et puis, cette mutation industrielle vers la transition juste, c'est aussi un rapport par rapport à l'acceptation sociale de cette transition écologique qui me semble importante. On a vu les gilets jaunes en France, mais il y a d'autres réalités aussi. Et donc, c'est tous ces aspects qu'il faut prendre en compte d'une façon un peu globale. Mais encore une fois, je pense que la dimension européenne est essentielle en matière de cadrage de politique publique pour l'ensemble de ces actions. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup pour ces premiers apports. Merci à tous les 5. Et maintenant, je vous propose tous de passer en atelier de 5-6 personnes avec une présentation de la méthode, l'image. Oui, l'image vient ici sur la question posée dans chacun des groupes. Voilà, les mots du débat, c'est notre groupe. Vous avez 25 minutes. Et à partir du mot-clé de votre atelier, parce que dans chacun des ateliers de 5-6 personnes, vous allez avoir un mot-clé. Et nous vous demandons d'échanger sur le sens donné par chacun sur ce mot-clé, les mots associés, les freins, les peurs, les expériences, les évocations locales, les expériences très... Qu'est-ce que vous avez à partager avec les autres, ce thème qui vous est donné? Retour en plénière et important, concluez dans 25 minutes dans chacun des petits groupes.